Donc, nous avons notre troisième séance aujourd'hui sur le partenariat, la connaissance et l'impact. Je souhaite la bienvenue aux orateurs de cette séance, Dr Nasser Al-Gahtani, directeur exécutif de l'ACFOND, Katsia Polavets, conseillère stratégique SDSN, et la séance va être animée par Elina Sénine, directrice régionale du programme au PNUD. Souhaitez la bienvenue aux orateurs, s'il vous plaît. Merci. Yeah, so please, I think I will. You will go there. Okay. Ça va? Salam alaikum. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, bienvenue à cette séance revoir les parcours de développement vers un impact de transformation. Je pense que cette séance est très intéressante parce qu'elle nous invite à réfléchir à une question fondamentale. Pourquoi est-ce que nous revoyons le développement maintenant? Je m'appelle Elina Seiland. Je travaille avec le programme des Nations Unies pour le développement, le bureau régional pour les pays arabes du PNUD. Dans notre organisation, alors que nous nous approchons du jalon 2030, nous sommes aussi face à des complexités sans précédent, surtout dans le monde arabe. Nous faisons face à des défis complexes et interconnectés, les conflits dans la région, l'inégalité croissante, les gens qui se déplacent et la transformation numérique et de l'IA avance rapidement alors que nous avons aussi de l'instabilité climatique. En même temps, comme nous l'avons vu aujourd'hui dehors avec le brouillard, il y a des pressions climatiques, des pressions concernant la durabilité. Et comme nous voyons dans cette conférence, les changements des connaissances, les connaissances que nous avons et vers lesquelles nous avançons, mais aussi il est important de voir comment les pays deviennent de plus en plus dépendants des autres pays dans la région et dans le monde. Nous allons discuter aujourd'hui pourquoi nous pensons qu'il est important de revoir le développement parce que les modèles de développement traditionnels n'accomplissent pas le but. N'accomplissent plus le but. Nous avons besoin de modèles de développement agile, adaptable, flexible. Je suis heureuse d'avoir avec nous nos panélistes, Dr Nasser Al-Khattani, directeur exécutif de l'ACFOND, qui est à l'avant-garde des efforts régionaux de revoir le développement. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, monsieur. Aussi, Madame Katsia Paulaves, la conseillère stratégique dans le réseau des solutions du PNUD qui avance la science pour les ODD, mais aussi la collaboration sur les recherches. Malheureusement, notre troisième participant, Madame Béranger Boel, la coordinatrice des Nations Unies aux Émirats Arabes Unis, est malade. Elle n'a pas pu être avec nous ce matin, mais nous aurons plus de temps donc pour les deux intervenants. Nous allons nous concentrer sur trois thèmes, les partenariats, comment les renforcer les réseaux de connaissances. Deuxièmement, le rôle du financement innovateur face au développement durable, le sens de cela. Et enfin, les transformations systématiques des ODD, quels sont les éléments en place, les leçons tirées, les expériences dans ce domaine. J'ai commencé avec Dr Nasser pour nous parler du point de vue de l'ACFOND
Quel est le sens pour vous de redéfinir le développement dans ce monde changeant rapidement et quels sont les domaines de concentration dans les approches de collaboration et de partenariat? For this. Je vous remercie tout d'abord pour cette question, pour cette introduction et de nous avoir donné la parole. En parlant de la redéfinition du développement, il faudrait regarder le parcours de l'AgFund qui a été lancé en 1980. C'était une initiative de l'envoyé spécial de l'UNICEF qui a proposé l'idée et a été donné une mission de 2 ans. Il a dit que c'était durable et donc il a décidé de lancer l'AgFund pour les pays arabes, les pays du Golfe, les Émirats, le Koweït, le Qatar, le sultanat d'Oman et le royaume de l'Arabie saoudite ont financé l'AgFund. C'était le premier fonds multilatéral dans ce domaine. C'est comme ça que nous avons commencé avec le PNUD et presque 17 agences des Nations Unies. Nous avons toujours plusieurs projets avec les Nations Unies. Donc, nous sommes des partenaires forts, mais aussi nous avons acquis toutes les connaissances de nos partenaires. Imaginez que si nous travaillons avec 17 agences onusiennes, y compris le PNUD, tous ensemble, le genre de connaissances que nous allons rassembler. Au cours des années, nous avons travaillé sur le développement durable. Les femmes et les enfants étaient le focus des efforts. Nous avons commencé à parler du développement durable et c'était dans les années 90 quand nous sommes réunis en 1999. Nous avions la Convention du changement climatique. Nous parlions de la diversification et avant, on parlait du développement durable dans l'environnement. Mais à partir de ce moment, on a commencé à réfléchir à la dimension sociale, économique avec l'environnement ensemble. Et c'est ce qui s'est passé en 1995 quand le sommet social a été organisé il y a 30 ans pour aider les peuples. Donc, on avait 3 objectifs, l'éradication de la pauvreté, la création d'emplois et le focus sur la dimension socio-économique. Et dans le temps, on mentionnait même pas le financement, le microfinancement. Et en 1995, lors de la réunion, on parlait du microcrédit, mais on avait juste 7 millions de gens qui avaient accès au microcrédit. Avec l'aide du PNUD, par exemple, quand on avait commencé, on parlait de 7 millions. La plupart étaient au Bangladesh. Donc, on avait un problème d'inclusion dans cet accès au financement. On a eu un parcours au début qui nous ramenait vers les ODD. On pensait que si on aidait les pays pauvres, on réalisait les ODD. Mais le défi maintenant est que le changement climatique, le chômage, l'insécurité alimentaire sont devenus des défis mondiaux. C'est pour cela, maintenant, nous avons la meilleure plateforme pour travailler sur ces éléments et il faudrait voir ce que nous avons fait. Et le AgFund, en 1995, on avait décidé de nous concentrer sur 5 domaines. Le développement durable, l'habilitation des femmes, la société civile, l'inclusion financière et le changement climatique. Et on voulait passer des dons aux investissements au lieu d'être un programme de charité, de devenir une institution permanente qui a une autosuffisance et qui aide la durabilité pour ces catégories. Et comme ça, l'AgFund est passé d'un fonds de dons, d'un bailleur de fonds au prêt concessionnaire à l'action, à être actionnaire dans ces entreprises. Et donc,
Pourquoi est-ce que nous n'avons pas accompli les ODD? Parce qu'on n'a pas l'élément de localisation, on n'a pas de coordination et de partenariat et bien sûr le financement pour le développement. Si nous avons ces trois éléments, nous pourrions trouver une nouvelle façon de financer le développement. Et après le deuxième sommet social au Qatar, il est clair qu'on ne peut pas accomplir ces objectifs seuls. Le public, le privé, le gouvernement, la société civile doivent travailler ensemble et heureusement, avec les Nations Unies maintenant, on pourrait travailler ensemble pour concevoir des organisations multilatérales pour nous aider. Et nous voyons beaucoup d'efforts. Nous bénéficions de cette coordination. Nous pensons que le coordinateur des Nations Unies apporte de la valeur pour avoir un élément local. Merci beaucoup. Je pense que vous avez parlé aussi de la coordination, de la collaboration. Et c'était un défi de trouver ces plateformes pour que ces institutions se rassemblent. On a parlé des défis, mais de l'autre côté, si on devait parler des opportunités et du potentiel, est-ce que vous pouvez nous dire, à votre avis, où se trouve le potentiel pour ce genre de collaboration multilatérale? Qu'est-ce qui est requis? Quel est l'appel à l'action? L'année dernière, en juin, à AgFund, on aidait les membres du conseil pour la COP. On parlait de la désertification, du changement climatique. On s'est réunis à AgFund avec nos partenaires et on a décidé de regarder la sécheresse et la désertification pour trouver les opportunités là. Au cours des 30 dernières années, on essayait d'aider les petits fermiers qui nous fournissent les aliments dont nous avons besoin pour éradiquer la faim, mais ces catégories ne sont pas la priorité et sont pauvres. Donc, nous avons décidé que les petits fermiers vont être les champions qui vont nous aider à restaurer les terrains, sauver les terrains, nous donner la nourriture dont nous avons besoin et nous aider à réaliser nos objectifs de biodiversité et de changement climatique. Nous avons lancé l'initiative appelée l'Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire en se concentrant sur les petits fermiers pour voir comment les petits fermiers peuvent être au centre de cette initiative. Personne ne considérait les petits fermiers comme des micro-entreprises. Oui, ils sont les points les plus forts et les plus faibles. Les points les plus forts à cause de leur production, leurs produits qui nous fournit la nourriture, mais les points faibles à cause des maladies, sans assurance, sans accès au réseau de distribution. Imaginons si nous prenons ce domaine et nous annonçons un projet pionnier avec Badia et beaucoup d'autres partenaires. Et nous avons lancé cette initiative au niveau mondial avec le fonds maintenant et le secrétariat. Nous avons la confiance du secteur privé et on a besoin du sud mondial qu'il ait confiance et qu'il soit respecté par le nord. On ne peut pas travailler seul quand nous parlons de développement durable. Aucun d'entre nous pourrait prétendre que ça ne le regarde pas. C'est une opportunité et il faudrait considérer cette opportunité. Maintenant, nous avons l'initiative et quand nous complétons cette initiative, nous avons choisi les pays EGAD qui sont les plus affectés par les sécheresses et désertifications dans le monde. Nous avons commencé avec ces pays. NAGFund a du financement numérique et CapTrust, avec CapTrust. Nous avons des banques numériques pour tous ces pays membres avec le prix Nobel de Chicago qui fait partie de cette initiative et qui nous aide en Éthiopie
et ça va être présenté au ministre et à l'assurance pour assurer tous les petits fermiers dans les pays GAD. Donc, pour répondre à votre question, à chaque fois on parlait des défis, on s'arrêtait là. Mais s'il y a un défi, il y a des opportunités. On travaille depuis 30 ans pour éradiquer la pauvreté. On n'a pas pu le faire. Maintenant, il faudrait utiliser ces gens pour nous aider à restaurer le sol, les terrains, alors que les pauvres le font pour eux-mêmes depuis 30 ans. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important de parler de ces expériences et d'en parler dans ces plateformes comme l'ACFOND l'a toujours fait. Et je pense que c'était très intéressant de voir que le PNUD de l'année dernière était en train de lancer un nouveau plan stratégique pour revoir le développement dans les années à venir. Et alors que nous avons des consultations avec les pays arabes, un des résultats était que les pays arabes sont des leaders régionaux mais internationaux aussi. Les expériences de cette région sont des exemples, des ressources, des connaissances et du savoir-faire qui devrait être à l'avant de la réflexion du développement durable. Kasia. Bien sûr, vous travaillez sur le développement durable de façon plus concentrée. Vous avez une idée de ce qui se passe en général sur les ODD. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'importance de cette conversation en ce moment? Bonjour et merci beaucoup. Nous sommes heureux d'être là pour les réseaux. Nous sommes là pour promouvoir le développement durable qui fait partie de notre ADN. Nous rassemblons 2000 institutions académiques engagées aux ODD et aux accords de Paris. Et nous avons inclus la production d'une évaluation annuelle de tous les pays membres des Nations Unies sur le progrès sur l'exécution des ODD. Vous avez là ce rapport. Et cette évaluation nous aide à comprendre où nous en sommes. Nous avons développé un indice pour montrer le progrès de chaque pays et à quel point ils sont loin de chaque objectif. Nous l'avons fait au niveau mondial, mais aussi au niveau régional et sous-régional. Nous avons développé un rapport pour la région arabe avec la Mohammed Ben Rashid School of Government, MBRSG. Nous avons développé ce rapport pour la région. Quand nous regardons l'exécution des ODD au niveau mondial, nous sommes en retard. Aucun des ODD va être accompli à temps. Mais comme vous l'avez dit, il est important d'avoir un regard au niveau national pour voir s'il y a des pays qui ont des progrès et les leçons à tirer de leur expérience. Nous voyons qu'il y a un nombre de pays qui ont progressé au cours des années. Par exemple, dans la région, l'Asie et le sud-est asiatique avaient une performance plus importante des autres régions sur les ODD depuis 2015 aussi. Pour les Émirats arabes unis, le pays est parmi les 5 pays qui ont eu le progrès le plus rapide depuis 2015. Les autres pays sont le Népal, le Bénin, l'Ouzbékistan et le Pérou, avec les Émirats qui ont le progrès le plus rapide vers les ODD. Il est important d'étudier ces cas. Nous voyons par exemple que les Émirats ont une très bonne performance sur l'objectif 4, la qualité de l'éducation. Et si nous excluons des indicateurs qui sont pour les pays OCDE, les Émirats ont accompli les objectifs. Donc, c'est un accomplissement clé. Et les Émirats sont forts dans des indices sur l'objectif 9 qui est sur l'innovation industrielle et l'infrastructure. Donc, il y a des indicateurs qui ont trait
à la production académique et la publication dans les journaux académiques. Et nous voyons que les Émirats ont accompli cet objectif et ont accompli l'objectif qui a trait au classement des universités. Nous voyons par exemple les universités les plus importantes. Les Émirats, par contre, ont des difficultés dans l'investissement total dans la recherche et le développement. Maintenant, le pourcentage d'investissement national est 1,5%. Mais l'objectif à long terme est d'arriver à 3,7% d'investissement en recherche et développement. En général, on pourrait dire que les pays ont accompli un progrès important sur les objectifs socio-économiques. Donc, nous avons renforcé l'utilisation de l'Internet, la pénétration de l'Internet, le taux de mortalité, l'accès à l'électricité. Nous avons vu une très bonne performance sur ces critères, mais la plupart des pays, même ceux qui sont au-devant de la mise en œuvre, ont des problèmes dans les objectifs de développement. Dans la présentation présentante, nous avons vu que 7 des 9 frontières ont été dépassées et nous voyons que notre développement se passe au détriment de la santé et ça a des conséquences importantes pour l'économie mondiale, le développement humain, mais en général aussi la stabilité de la planète. Et donc, c'est un point important pour les ODD. Alors que nous voyons qu'il y a des pressions à cause des pressions géopolitiques et problèmes nationaux, nous voyons qu'il y a toujours un appui fort pour les ODD. Et quand nous regardons les révisions volontaires qui ont été soumises par les pays, nous voyons que 190 de 193 pays ont soumis leur révision et leur plan de mise en œuvre des ODD et la plupart des pays ont eu au moins 2 révisions volontaires. Donc, nous voyons qu'il y a un intérêt dans la mise en œuvre des ODD. Et donc, je pense que le changement n'est pas l'engagement, mais le centre du leadership pour les ODD. Et nous voyons que la Chine, par exemple, est le moteur de cette transition verte. Récemment, une analyse a démontré que la Chine maintenant produit ou génère plus d'argent de l'export des technologies vertes que les revenus des exports de fuel par les États-Unis. Donc, il y a une très grande opportunité d'affaires et nous sommes en train de promouvoir l'idée que l'ODD est un agenda d'investissement qui pourrait générer des retours socio-économiques et écologiques. To unpack that a little bit more. So, like, how has this sort of sense of urgency? Donc, ce sens d'urgence, ou sentiment d'urgence, et aussi dans la matière, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela, comment pouvoir transférer cela à d'autres pays pour puis ceux qui sont en retard dans le progrès peut-être et qui pour voir plus de championnats parmi les leaders de ces pays en matière des SDG, donc en matière de la progression dans l'application des SDG. Donc comme on a déjà mentionné, les villes vivent avec ces effets d'une façon journalière, d'une façon quotidienne, donc où on voit où des températures s'élèvent et aussi on a des périodes de haute température. Donc, les pays doivent agir aussi. Ils ne peuvent pas apporter seuls des solutions. Donc, c'est l'application des SDG est devenue de plus en plus importante en matière de l'exécution de ces CDC. On travaille on travaille avec des pays pour assurer une certaine surveillance en matière nationale. Et on fait une validation, que ce soit en Espagne,
Espagne, aux États-Unis, au Brésil. On travaille aussi, fait des évaluations en Ouzbékistan de la température et dans la région ouzbek. Donc, ça nous aide à non seulement à développer un indicateur qui sont spécifiques à certains besoins, mais aussi ça nous aide à adresser les défis, à adresser les priorités qu'il faut se concentrer sur, et aussi ça nous aide à créer une plateforme de réaction et de contemplation, et aussi à engager la société civile, les secteurs publics et privés. Donc, comme je dis, il faut avoir un sens d'urgence en matière de l'application ou l'exécution des SDG. Ce que je peux dire est qu'il y a quelques facteurs dont les pays peuvent contribuer, peuvent aider à accélérer l'exécution des SDG. Il faut s'assurer d'avoir une stratégie, une direction dont le pays doit prendre, la direction vers laquelle les pays doivent avancer. Aussi, il faut créer les institutions qui peuvent générer des réglementations, peut-être, ou des guidances et comment être plus proactif en matière de l'élaboration des politiques, et aussi améliorer l'innovation, le développement et la recherche. Aussi, le côté financier, et pour le financement, il faut être il faut répondre aux besoins, et aussi il faut penser à non pas seulement à la quantité, mais à la qualité. Et il faut en matière de financement, il faut sécuriser un certain engagement à long terme. Vous avez vu beaucoup d'institutions que vous avez adressé le côté les problèmes de le financement, et aussi avec une vision, et vous avez dressé la direction. Comme Cathy a dit, comment s'assurer que ces modèles mènent à la réussite, et comment on peut les changer, d'élargir et les exécuter ces modèles, et comment créer les mécanismes de financement qui soient convenables. Donc, en matière de financement, il faut parler de l'accessibilité, la protection, et aussi l'expertise. Comment faire cela, comment rendre la durabilité, l'accessibilité, et le progrès, ça dépend de l'inclusion. Il ne faut pas mettre à part le secteur privé. Comment l'Afrique a progressé dans ce sens? C'est grâce à la partenariat qui est entre le secteur public et le secteur privé, et qui a fait que la téléphonie qui est devenue comme ce que c'est répandu dans toutes il y a des cas comme aussi des manques de l'eau potable, et aussi d'autres manques sur le continent africain. Donc, il faut emmener sur la table les secteurs privés pour combler l'écart. Il faut avoir aussi un système de protection pour le mot-clé à comment progresser et de faire les choses ensemble. Et aujourd'hui, donc, le rôle des Nations Unies est devenu de plus en plus essentiel. Donc, puisqu'il y a bien des institutions on a une expérience des 80 ans de réaction aux problèmes. Donc, c'est maintenant, c'est le temps important pour créer des institutions qui rend les États-Unis plus actives, donc, ou les Nations Unies. Donc, on peut planifier, on peut dresser le meilleur plan avec les autres organismes des Nations Unies, mais il faut localiser les choses et apporter à la table les parties prenantes, comme les Nations Unies, non seulement comme initiateurs, mais à s'engager à travailler ensemble avec tous les pays. Je ne critique pas les autres membres d'autres agences, mais aussi la façon d'avancer et de travailler collectivement. Donc,
avec le soutien des leadership de ces organisations, on peut travailler de façon meilleure. Et aussi, il ne faut pas se contenter de s'asseoir, mais aussi de prendre les initiatives et d'être des avant-gardistes dans le progrès et les mesures qu'on prend. Mais à seulement prendre des décisions un peu durables et agir individuellement. Et il faut donc, on peut faire individuellement 10 à 20% des choses, mais si jamais on agit ensemble, ça attire le secteur privé à investir. Et l'approche donc qui a été utilisée par et aussi agir et l'approche qui a été pour annuler la famine. Et ça a été utilisé par le biais de l'éducation supérieure. Mais c'était une bonne approche et le créateur ou un peu ce qui a le porteur de cette initiative ou cet concept a été accordé le prix Nobel, mais l'éducation supérieure est très cher à prendre. Donc, il faut, si jamais on agit ensemble et on rend l'éducation supérieure moins chère, ça aide. Et si jamais on travaille ensemble et on travaille ensemble, mais il faut en même temps mais si jamais on exclut les pays en développement, ça ne va pas donc nous aider donc l'intérêt et d'agir ensemble est plus valeureux pour réaliser nos objectifs en matière de la santé et de l'éducation. Donc, on a essayé ceci en Espagne, et on a décidé à joindre tous les parties prenantes dans le cadre d'un club, et pour que les parties prenantes dialoguent entre eux pour pouvoir surmonter tous les obstacles et à ce que tous les secteurs peuvent harmoniser leurs efforts. Si vous allez donc on a l'obligation d'engager les pays et les parties tiers et à s'assurer qu'ils demeurent toujours nos partenaires. Et si vous me donnez un prêt, un mauvais prêt, si vous accordez les bons prêts, les bons investissements au temps, ça aide à appliquer. Et je crois que les SDG sont une plateforme qui est bonne pour avancer, mais il faut continuer à parler et à avancer. Je crois que si les Nations Unies a besoin de créer comme un centre dans chaque pays pour identifier quel est le savoir et quelles sont les connaissances qu'il faut apprendre pour faire mieux les choses et pour pouvoir avancer. Donc, il faut commencer de zéro, sur le terrain. Et on va donc commencer localement pour passer régionalement et finalement au niveau international et pour pouvoir créer un système durable. Merci pour votre contribution. Je crois que ça, pareil avec chaque session, on revient au concept de que le capital humain et comment pouvoir intégrer les solutions pour l'intérêt des capitaux humains. On a déjà parler des défis qu'on fait face avec les SDG et qui est dans une ère où les choses se changent avec une rapidité ou une cadence qui est variée. Donc, ce qui est intéressant que ces changements nous met devant des obstacles et des difficultés et ça nous conduit à adopter des approches qui viennent de haut vers le bas et qui a utilisé
le savoir et la science qui doit de redevenir ou remise au centre du savoir. Et donc, en ce qui concerne les données, les sciences, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour maintenir ce que cette approche précédente qui était de bas vers le haut a déjà accompli. Donc, il n'y a pas un seul plan ou un seul programme. On dit qu'il faut rassembler toutes les parties prenantes. Je crois qu'il y a des domaines ou des espaces où on peut intégrer cela, ces parties prenantes. Donc, il faut accélérer la production du savoir et des connaissances d'une façon structurée et tout en coopérant avec les parties prenantes, avec les secteurs privés. Donc, ces parties prenantes doivent avoir une part dans les décisions à prises pour surmonter les difficultés. Aussi, l'approche à utiliser prendre avantage de la science doit se faire d'une façon différente. Donc, on voit maintenant actuellement qu'il y a une grande dépendance sur les sciences. Donc, mais il faut avoir aussi une transition sous critique ou il faut critiser un peu ou revoir ou revisiter ce que le rôle de la science dans la durabilité. Donc, ça, précédemment, ça a joué un grand rôle dans l'assurance de la durabilité et des SDG, l'accomplissement, mais il faut notre mission sera de créer des espaces et à ce que la science soit au service des défis et aussi d'apporter le savoir pour pouvoir faire face à ces défis. Je crois nous, comme êtres humains ou comme humanité, on peut mobiliser davantage de ressources en matière, par le biais de la technologie et de l'intelligence artificielle, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu mobiliser des sources suffisantes pour assurer la durabilité. On a maintenant des bases, ce qui se base sur l'intelligence artificielle, les ressources, ce qui se base sur l'intelligence artificielle, mais il faut penser à l'avenir et comment assurer la durabilité de notre race. Donc, il faut accélérer aussi cette transformation et pour assurer que cette transition se passe d'une façon saine. Il faut aussi comprendre tous les facteurs et il faut bien faire des recherches sur cette transition et comment ça se fait, toute cette variation et changement, quels sont leurs effets et quelles sont les interventions clés qu'on doit mettre en place pour rendre ces changements plus fructueux donc il faut faire plus d'intérêt dans le cadre local et dans le contexte local pour s'assurer et je crois que dans le contexte des villes et des sociétés locales, on peut débloquer tout cela. Donc, dans plusieurs endroits, on voit plusieurs efforts qui se rassemblent et aussi l'économie de la connaissance est un exemple où on peut générer des produits qui peuvent être comparables et qui peuvent aussi que les pays peuvent en bénéficier. Comme vous avez dit, Dr Nasser, ça doit se passer au niveau national. Vous avez mentionné que vous avez créé un centre de solutions ou que vous avez suggéré de créer des centres de savoir, de la connaissance. Est-ce que vous avez d'autres idées? Comment pouvoir apprendre de ce qui se passe? J'ai aimé ce que vous avez, quand vous avez parlé de la recherche, parce que la recherche est clé à ce que nous faisons. Voilà ce qu'on fait avec l'Université de Chicago, aussi à l'aide d'un receveur des prix de Nobel. Donc, jusqu'à présent, on a commencé à aider les petits fermiers et nous faisons cela. Mais comment les engager dans peut-être aussi la récolte des pluies ou peut-être de l'eau ou d'autres. Donc, il faut maintenant on conduit des formations, on fait des formations dans des pays, dans grands pays pour comment mettre cela en application. On a déjà fait cela en Soudan en matière de l'assurance, en matière de changement climatique. Imaginez que les petits fermiers maintenant au Soudan, quand
quand il met quand ils font les récoltes ou quand donc ils n'ont aucune connaissance alors que maintenant actuellement quand les fermiers soudanais quand ils travaillent avec les banques ils ont plus de connaissances donc il faut il faut être plus conscient des souffrances et des problèmes des fermiers et à comprendre et à mettre en tête que les fermiers sont les avant-gardistes dans la protection du sol et de l'agriculture. Donc, c'est les recherches avec l'aide du secteur et de l'académie. Donc, Academia, donc, ça nous aide à avoir une plus grande compréhension. Donc, voilà, c'est un moyen. Peut-être je peux avoir les meilleures recherches en papier, mais en théorie, mais il faut assurer que ces recherches ont des effets opérationnels sur le terrain. Donc, on apprend de ces fermiers et de leurs problèmes et de la pauvreté dont ils font face. Donc, avec le problème viennent les solutions et on peut apprendre des leçons de cette pauvreté des fermiers. Donc, ça peut rendre la tâche moins difficile pour ces fermiers et à les extraire de cette pauvreté. Donc, donc, on a besoin, comme j'en ai besoin, on a des problèmes aussi à financer, mais avec le financement, il y a de l'argent dans la banque. Il faut les débloquer ce financement ou cet argent. Il faut travailler avec ces fermiers pour débloquer. Aussi, il faut travailler avec les Nations Unies et tous les parties prenantes pour débloquer ces fonds à ces petits fermiers partout. Donc, je crois que c'est là qu'on doit faire davantage et puisque pour pouvoir collecter les données et pour pouvoir attirer des investissements sans des investissements, on n'aurait pas faire tout cela. Donc, il faut aussi des aides qui est nécessaire, mais des aides gouvernementaux, mais on ne peut pas donc assurer notre réussite tout le temps sans ce soutien. Donc, il faut assurer que ces donations peuvent être données sous forme de prêts concessionnels. Et pour pouvoir achever cela, il faut assurer que les SMI et les investisseurs sont engagés et ça commence avec le secteur privé, mais avec une seule condition, aussi une condition unique que le gouvernement doit rester dans l'arrière-plan et pour apporter du soutien quand il est nécessaire. Donc voilà le seul moyen où on peut faciliter la croissance économique et faciliter l'aspect et renforcer le côté social et comment pouvoir renforcer les femmes sans pouvoir accorder ce type de soutien. Donc, c'est une actualité non pas seulement dans nos pays, mais c'est une actualité universelle. Donc, il faut s'assurer que les femmes peuvent être renforcées et peuvent bénéficier de ce type. Donc, ce que vous faites, c'est que vous gérez et qu'il faut s'assurer que ces soutiens soient systémiques. Et il faut... Et il y a des pays qui payent pour l'éducation, pour la formation, donc ça doit être généralisé, et ça doit être accessible et ça peut être aussi il faut il faut mettre à la disposition des femmes des affaires qui soient profitables et qui avec ces prêts dans certains pays les femmes ont établi leurs propres affaires et ils ont commencé à travailler à générer des revenus. Donc ce sont des choses je me rappelle des histoires où le coût pour avoir des dons, pour avoir accès à des dons était de 10%, alors que les circonstances économiques, les conditions économiques permettaient aux femmes de générer 15% de profit. Donc, voilà comment rendre les choses plus profitables et pour encourager les femmes à aller au secteur du travail.
Donc, il faut donc avoir une différente perspective à propos des prêts et des donations. Donc, il faut toujours penser à comment renforcer les gens et à leur donner des atouts. Donc, retournant au principe de base et à trouver des solutions qui n'étaient pas viables, hein, mais peut-être avec la technologie, maintenant, je crois qu'on peut revisiter ces idées, comme ce se passe aux Nations Unies, et on revoit ou on revisite tous les concepts, et mais ce que vous avez déjà dit n'est pas compliqué, ça, mais j'ai une question donc à Katia. Quand vous percevez les choses des yeux des Nations Unies ou de la perspective des Nations Unies, est-ce qu'on a la capacité d'intégrer tous ces idées ou ces concepts dans l'intégration ou l'exécution des SDG? Je crois que tous ces efforts, on a des exemples réussis. On vient qu'il y a la volonté chez les pays de les exécuter, donc, et aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle, on peut prendre avantage dans la collection, dans l'analyse des données et de l'enseignement, donc aussi après, avec l'établissement des procédures de surveillance sous-étatique, donc on a plus de capacité à faire cela, donc ça revient à cette action collective qu'on doit mener, donc, et en matière, aux Nations Unies, on a déjà établi ou lancé une nouvelle procédure. Comme vous connaissez, la secrétaire générale a créé un panel qui examine les choses au-delà des SDG, comment pouvoir intégrer ces solutions dans nos concepts futurs. Je crois que c'est un bon pas dans la bonne direction. Je crois que le secrétaire général est lui-même qui est sous sa direction, qu'il y a cette reconnaissance qu'on ne peut pas ignorer les éléments sociaux et environnementaux, mais il faut les intégrer comme nos moyens de quantifier et de qualifier le progrès. Je crois et j'espère que toutes les sociétés vont aller dans la même direction. Je crois que ça dépend aussi de la nature et ça dépend aussi des bénéfices. On parle ici de 63 milliards de dollars qu'on peut tirer de cela, et ça dépend aussi de la conservation des ressources naturelles et des natures. Et donc il faut conserver cette perspective en matière de l'intégration du côté social et civilisationnel dans nos efforts. On a déjà parlé de la technologie, de la numérique, de l'intelligence artificielle et quelle est l'importance quel est, Dr. Nasser, de votre point de vue? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire davantage avec la technologie, en utilisant la technologie pour trouver plus de solutions? Quelle est votre expérience sur ce point? Absolument, sans technologie, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, vous pouvez imaginer que sans les numériques, la banque, ce ne sont pas les banques qui ont fait. Les banques ont dû prendre, ils ont eu besoin de 20 ans pour réaliser les opportunités qui sont devenues tangibles, mais et comment pouvoir, pour les convaincre de faciliter et de réduire le temps les transactions, donc, et les coûts de ces transactions bancaires ou d'autres. Et aujourd'hui, quand on revoit tous pour pouvoir faire des transferts et n'importe où, si jamais il travaille ici dans le Golfe ou je peux le matin transférer n'importe quel montant à travers donc électroniquement. Donc avec ce progrès,
on n'aurait pas eu cette accessibilité à toutes les technologies et aussi en matière de la télémédecine, un exemple de la Jordanie où on a pu faire on a pu se faire toute une famille avec le diagnostic et la consultation à distance. Et maintenant, il y a une plateforme qui sert plus de 2 millions de dollars. Donc, sans sans ce financement, on aurait pu servir toute cette population, donc cette capacité de servir tous ces gens. Donc, l'intelligence a rendu les services plus affordables et plus durables et plus économiques. Donc, avec les modalités dont on met en place, on utilise quelques aides, puisque aussi le coût de l'éducation sociale vient des campus universitaires et d'autres, et aussi en matière de focalité, des facultés, on a besoin seulement de 10% des fonds. Le curriculum est déjà là et en place. Donc, c'est pour cela on a besoin du savoir et notamment en matière de développement de capital humain. On voit que les écoles qui étaient profitables auparavant, maintenant, ils disent qu'ils ne le sont plus. Et c'est pour cela qu'il faut intervenir et à ce que la technologie intervienne pour pouvoir réduire ses coûts. Et maintenant, imaginez que pour une éducation, pour avoir un certificat peut-être de licence, on a besoin maintenant on paye que $5,000 au minimum alors pour être accepté dans une université ou d'autres. Imaginons qu'on a dans un temps où ça nous coûte seulement $100. Donc notre aspiration est d'avoir des niveaux plus bas dans ce sens. They recommend that they have to study. Il y a une recommandation pour qu'ils commencent à étudier. Il y a un comité qui commence à travailler sur l'IA. Nous ne voulons pas que l'IA nous fasse peur. Bien sûr, elle a des avantages et des désavantages, mais au moins, si on ne peut pas donner l'éducation aux gens, ils pourraient utiliser l'IA pour avoir une éducation. S'ils n'ont pas accès aux soins médicaux, ils pourraient utiliser l'IA pour avoir les soins. Donc, l'IA est une technologie qui rend tout accessible et en même temps nous protégeons les gens. Par exemple, si nous arrivons à trouver de l'assurance aux petits fermiers grâce à l'IA, ce n'est pas très difficile. Le problème est que nous avons les données, mais nous n'avons pas les données en forme de produits ou services. Il faudrait qu'on sensibilise les compagnies d'assurance pour voir comment avoir un profit, réaliser un profit de ces données. On ne peut pas travailler seul. On a besoin de partenariats, de coordination et de coopération et de travail au niveau local. Si nous faisons tout cela ensemble, on aurait utilisé et bénéficié de l'IA au lieu d'en avoir peur. Nous avons peur que 30 ans du lancement de ce sommet, on parle toujours de la pauvreté. C'est ce qui va se passer, sauf si nous faisons le nécessaire pour donner aux gens l'accès et les habilités. Donc, un agent de simplification et d'accélération, mais pas élément de division. Nous arrivons à la fin de la séance. Je vous demande de me dire dans 1 minute quel est le changement le plus important dont nous avons besoin pour changer notre perspective du développement. Nous avons parlé de beaucoup de points, mais si vous devez choisir une seule chose que nous devons absolument faire, quelle serait cette chose, Katia? Il faudrait trouver le point qui va nous aider à surmonter tous les défis. Je crois vraiment à l'imaginaire humain, au capital humain. Je pense qu'il faudrait investir dans l'éducation humaine parce que les solutions viennent des gens. Et pour moi, historiquement,
Nous avons exploré le potentiel de la technologie et je pense que le potentiel social de connexion de la société n'a pas été exploré parce que nous avons tous ce besoin d'améliorer, de rendre le monde meilleur et je pense qu'il faudrait investir mieux dans le capital social et le capital humain. Monsieur, Dr Nasser, nous avons besoin d'un dirigeant avec une vision claire. J'aime bien les potentiels collectifs avec un leader, avec une vision claire. Je vous remercie pour avoir partagé vos expériences et pour nous avoir donné un moyen d'aller de l'avant et des points de réflexion. J'ai ramené cela avec moi, l'élément accessible, abordable, durable sont les trois critères qui vont nous aider à réfléchir au développement d'un nouvel angle. J'espère que nous allons pouvoir discuter plus lors des séances suivantes. Je vous remercie tous d'avoir été avec nous pendant cette séance. I don't think we were allowed. We have a question. Est-ce que nous avons le temps de prendre une question? Voilà, nous avons une question. Merci beaucoup pour cette séance très intéressante. Au fait, je travaille dans le domaine de l'excellence et dans le domaine du partenariat depuis longtemps. Le concept du partenariat a changé à plusieurs reprises à comparer avec 3 décennies. Donc, depuis 3 décennies, on parler de travailler ensemble, mais nous sommes passés à d'autres concepts, les partenariats, le concept ISO, les ODD. Et beaucoup de ces pratiques demeurent, mais j'aimerais bien que vous définissiez le secret derrière un partenariat excellent qui perdure et qui soit réaliste, qui pourrait continuer à jamais et qui pourrait avoir un effet sur la vie des gens. Quel est le secret des partenariats excellents? Probablement, ce sont les partenariats qui ont un objectif clair à être réalisé et une répartition claire des rôles. Je pense que c'est le secret d'un partenariat réussi. Parfois, on a ces éléments, on a des objectifs, des buts et une bonne volonté, mais malgré cela, ça ne réussit pas. Et quel est le secret de la réussite? Quel est l'objectif ultime? Est-ce que c'est un but lucratif, non lucratif? Il faudrait mesurer. Même si vous êtes une organisation à but non lucratif, vous avez besoin de couvrir vos dépenses et avoir une marge de profit quand même. Donc, c'est pour cela que nous travaillons sur les objectifs et même en tant qu'ONG qui n'arrive pas à travailler à un coût moindre que le privé, il ne faudrait pas continuer. Si vous avez les mêmes coûts que le privé fasse votre projet parce qu'ils sont en train de payer des taxes. Donc, c'est pour cela que nous changeons les dons en investissement. Et quand je parle d'investissement, on ne parle pas de retour. Vous avez des banques au Yémen, par exemple, et même nous payons des taxes au Yémen, mais nous avons une possibilité d'avoir une marge et d'aider les pauvres. Notre banque au Yémen, pendant la crise, est devenue une des 4 banques principales du pays. Nous avons 8000 points de vente. Nous avons même des services numériques. C'est ce que nous avons développé pendant la guerre. Et là, les partenaires travaillent ensemble. Nous travaillons de près avec les Nations Unies. Donc, le partenariat est clé, mais il faudrait avoir des coordinations, coopérations claires dans le cadre du partenariat avec une répartition de rôles. Il faudrait
relever le défi parce que dans les pays où nous aidons, nous ne sommes pas là pour aider l'Afrique à définir ses priorités. L'Afrique connaît ses propres priorités. C'est pour cela qu'il faudrait changer la mentalité. Les gens ont déjà été éduqués. Ils ont changé depuis les années 90. Cassia, je suis d'accord avec ce que vous avez dit et je voudrais rajouter 2 points. Il est important de se concentrer sur la durée. Vous avez parlé de partenariat à jamais. Il n'y a rien qui demeure à jamais. C'est impossible donc d'avoir des objectifs clairs, mais aussi d'avoir des durées dans lesquelles vous allez accomplir les objectifs et gérer les attentes parce que parfois nos attentes ne répondent pas à tous nos besoins. C'est pour cela, dès le début, il est critique, il est important de définir nos attentes et nos intérêts dans le projet pour que nous soyons tous sur la même page. Une question rapide avant de conclure. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas une question, c'est surtout un projet pour demain. Une proposition. En regardant la planète, je vois 70% de la planète est couverte de l'eau et 20% de sable. Et je vois 90% de la population qui vit sur la planète et juste 1% et les ressources peuvent absorber 10 fois plus le nombre de la population. Ma question, j'ai lu l'histoire et j'aime bien l'histoire, mais maintenant, je suis capable de dire qu'il faudrait nous concentrer sur une seule planète, un seul humain. Il fallait aller dans les écoles, toutes les écoles du monde pour parler des défis de demain et que ce soit une partie de la culture de tout le monde. Je pense que c'est la seule possibilité d'avoir un avenir sûr pour tout le monde. Je pense que c'est une réflexion très intéressante et de nous assurer de faire passer le message à tout le monde que c'est la responsabilité de tout le monde que nous soyons présents dans toutes les écoles pour parler des défis. Docteur Nancy, je pense que c'était un des points clés que vous avez mentionné. Quand nous nous sommes rencontrés à l'an 2000 à New York à l'Assemblée générale, nous avons parlé des peuples, nous les peuples, nous les gens. Nous sommes des gens où que nous soyons. Deuxièmement, il faudrait prendre soin de la planète parce que nous avons emprunté la planète à nos enfants. Il faudrait rendre la planète en bonne santé à la génération future. C'est pour cela que nous voudrions que l'éducation soit simple et que vous développiez vos propres programmes scolaires selon votre culture et l'IA et la technologie vont vous aider à vous protéger. Parce que si vous êtes incapable d'être au niveau requis et si vous avez accès à la technologie, par exemple, parce que je ne peux pas contrôler qui apprend quoi à mes enfants. Il est impossible de les contrôler. Donc, il faut regarder nos enfants qui sont différents de notre génération. Il faudrait comprendre cela et les préparer à la génération suivante. Parce qu'ils me demandent comment est-ce que vous vivez sans portable. Ils ne comprennent pas comment on pouvait vivre sans téléphone portable. L'enfant connaît maintenant, c'est ou connaît d'autres enfants dans la région arabe, par exemple. C'est pour cela, avec l'UNICEF, nous sommes en train de lancer une initiative mondiale pour regarder tous les éléments ensemble pour aider les enfants où qu'ils soient. Il faudrait prendre cela en considération parce que, comme vous l'avez mentionné, il faudrait prendre soin de la planète maintenant, même avec l'innovation. On pourrait utiliser 50% des ressources en eau pour l'agriculture grâce à l'innovation et on pourrait nourrir plus de gens. Donc la technologie va nous aider à aider les fermiers et que les gens
savent comment cultiver leurs terres. Merci beaucoup à vous tous pour cette séance.